Alors, on commence tout de suite. Alors, à quoi ressembleront les flottes d'entreprises demain? À quoi elles ressemblent déjà aujourd'hui? On commence par là. Et c'est le moment de retrouver Guillaume Saint. On commence avec vous, Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'activité automobile et mobilité chez Kantar et vous publiez le baromètre des flottes 2020 avec l'Arval Mobility Observatory. Vous venez donc de mener une vaste enquête dans le cadre du baromètre des flottes auto. Sur quoi porte votre étude? Sur quoi avez-vous planché? Alors cette étude, bonjour à toutes et bonjour à tous d'abord. Alors cette étude porte sur la compréhension des attentes, des besoins, des motivations et puis des questions, des problèmes que les gestionnaires de flotte peuvent se poser dans la problématique de gestion du parc de leurs entreprises. Donc c'est une étude qui existe depuis de nombreuses années et qui permet d'avoir en fait des évolutions aussi sur le long terme de la manière, enfin des grands sujets et des grandes problématiques que les gestionnaires de flotte se posent. Et alors c'est bien parti, vous avez l'impression que la nouvelle mobilité se met en route, démarre bien, on en est où? Alors, en fait, on est, comme vous le disiez tout à l'heure et comme François le disait, on a une période un petit peu particulière avec la crise du Covid. Mais ce qui est intéressant dans ce baromètre, c'est de aussi dégager en fait les tendances de long terme, c'est-à-dire les tendances qui vont réémerger une fois que cette crise sera passée. Donc la première chose qui est intéressante, c'est de voir que les gestionnaires de flotte sont assez conscients du fait que dans le futur, leurs besoins de mobilité pour leurs équipes, pour leurs collaborateurs, continue à augmenter. Aujourd'hui, il y a 25% à peu près des gestionnaires de flotte en France qui nous disent anticiper une augmentation de leurs besoins en termes de nombre de voitures d'entreprise à horizon 5 ans. Et à l'inverse, il n'y en a que 9% qui sont plutôt dans une logique un peu différente en se disant moi je vais plutôt avoir une réduction en fait de ma flotte à gérer. Et 25%, c'est un chiffre important? Alors 25%, c'est un chiffre important parce qu'on sait qu'il y a déjà en fait beaucoup de choses qui sont faites dans les entreprises pour mettre à disposition des employés en fait des solutions de mobilité. Et je rajouterais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que on s'est rendu compte au cours des dernières années, et notamment au cours des 2-3 dernières années, qu'il y a une augmentation aussi des demandes de mobilité alternative. Donc les demandes Qu'est-ce que c'est la mobilité alternative? Alors les demandes de mobilité alternative, ce sont toutes les mobilités en fait qui surfent sur les tendances de société, comme par exemple l'économie de partage. Donc les demandes de mobilité alternative, ça peut être des solutions pour avoir plus facilement accès à de l'autopartage, à du covoiturage ou à ce genre de choses. La deuxième chose qui est intéressante et qui, pour le coup, on pense va être accélérée par la période de Covid, c'est l'augmentation du télétravail. Vous pensez que ça sera un véritable accélérateur, cette crise sanitaire? Alors, sur certains aspects, oui. Donc, typiquement, sur l'aspect de augmentation en fait, du télétravail, et par conséquent, à court terme, un petit coup de frein sur les besoins de mobilité pour les entreprises, ça va effectivement jouer dans un sens assez, dans le sens vers un peu plus de télétravail. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que les entreprises vont se détourner de mettre en place des solutions de mobilité, notamment des plans de développement, des plans de déplacement d'entreprises qui sont aussi promus par la loi d'orientation des mobilités. Donc ça va aller plus vite que ça aurait été le cas sans la crise, sans... Alors oui, sur certains aspects, oui. Et un phénomène qui va être très fortement accéléré, c'est la transition vers une mobilité plus durable, vers une mobilité plus verte. Et c'est aussi assez intéressant de noter que pour ce qui concerne la transition vers l'électromobilité, on est déjà, je n'ai pas envie de dire à mi-chemin, parce qu'on n'en est pas tout à fait à mi-chemin, mais on est en fait, la transition a commencé déjà à s'amorcer. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50% des entreprises, des gestionnaires de flotte en France qui nous ont dit que oui, ils avaient démarré en fait cette transition de leur flotte vers une flotte beaucoup plus écologique, vers une flotte beaucoup plus électrifiée. Et ils ont des modèles qui permettent de répondre à leurs demandes. Est-ce que l'offre des constructeurs est suffisante pour verdir les flottes? Alors, si vous me permettez, je vais juste prendre tout petit peu, je vais repartir un tout petit peu plus loin pour répondre à votre question. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que pour
que les transitions de même type que la transition vers l'électromobilité puissent avoir lieu, il faut en gros que l'on puisse réussir 4 étapes. La première étape, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord sur le fait qu'il faut changer. Alors c'est qui, entre qui et qui il faut le trouver, ce consensus? Alors ce consensus, ça va être entre évidemment les gestionnaires de flotte, les responsables d'entreprise et puis les collaborateurs. La deuxième étape, et je vais y revenir après, ça va être, il va falloir qu'il y ait une offre réelle, une offre de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui puissent répondre en fait aux attentes des collaborateurs et de l'entreprise. La troisième étape qui est absolument fondamentale, c'est qu'il faut que cette offre soit performante et réponde aux motivations et aux besoins des gestionnaires de flotte. Et puis le dernier point, il faut que tout ça se soit soutenu par un écosystème efficace afin que toutes les pièces du puzzle puissent s'imbriquer de manière efficace. C'est quoi l'écosystème? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors l'écosystème, pour faire simple, ça va être toutes les parties prenantes qui vont permettre en fait une accélération de cette transition vers l'électromobilité. Il va y avoir évidemment les entreprises, il va y avoir les constructeurs automobiles, il va y avoir les énergéticiens qui vont apporter en fait les endroits de recharge. Il va y avoir tout ce qui concerne la voirie et les infrastructures routières qui permettent d'installer en fait ces bornes de recharge. Et puis il va y avoir évidemment la puissance publique et les régulateurs. Donc il faut vraiment que tous ces parties prenantes puissent travailler ensemble pour mettre en place et accélérer cette transition vers la mobilité électrique. Et ça se passe déjà ou il y a des endroits où ça coince un peu pour l'instant? Alors, on a vu qu'il y a pas mal d'endroits où il y a des projets pilotes qui fonctionnent bien, avec une bonne interaction et un bon niveau de collaboration, j'ai envie de dire, entre ces différents parties prenantes. Après, il est vrai que pour rendre ça efficace à un niveau national ou à un niveau même européen, il faut que ces écosystèmes s'organisent de manière beaucoup plus structurée que ça n'est pour le moment, parce qu'aujourd'hui, on reste vraiment dans des initiatives qui sont des initiatives assez localisées. La loi d'orientation pour les mobilités doit favoriser en fait l'efficacité de ces écosystèmes. Est-ce qu'il y a des endroits pilotes, des écosystèmes modèles qui pourraient en inspirer d'autres? Alors, je dirais aujourd'hui, il y en a un certain nombre en fait que l'on pourrait citer. Alors la liste pourrait être un petit peu longue, mais encore une fois, ce sont des écosystèmes qui sont relativement centrés, soit autour d'une entreprise, soit autour d'un lieu pour lequel il y a en fait une concentration en fait des différentes parties prenantes. Donc, je crois qu'un peu plus tard vous allez entendre en fait un des participants qui va vous expliquer comment est-ce qu'il a transformé en fait la mobilité de son entreprise vers une mobilité électrique. Oui, nous recevrons en effet quelqu'un qui est en avance là-dessus et il va nous dévoiler ses petits secrets. Exactement, et je crois que ce sera très intéressant parce que ça permettra de comprendre à la fois les facteurs d'accélération et puis également les facteurs, les points de blocage sur lesquels il faut encore travailler. D'accord. Merci Guillaume. François, vous êtes vous aussi bien sûr partie prenante à cette étude. Qu'est-ce que ça vous inspire? Aujourd'hui, la visibilité économique est faible, les entreprises sont sous pression. Est-ce que ça change quelque chose dans la marche en avant pour rouler plus propre, pour le faire court? Alors, c'est vrai que ce qui nous intéresse dans le baromètre, comme le rappelait Guillaume, qu'on fait depuis plusieurs années, c'est de regarder les tendances de long. Et puis, il se trouve que cette année, elle est un peu particulière. Et donc, nous avons regardé Voilà, nous avons regardé les chiffres exacts de ce qui se passe depuis le début de l'année. Peut-être que j'aurai la slide qui va venir. En gros, sur 9 mois, l'ensemble des véhicules électriques et hybrides ont connu une augmentation de plus de 141%. 141%. Voilà. C'est une première? Alors, oui, c'est une première. Et alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans le détail exactement les courbes, si on les a, on voit qu'il y a eu 116 000 véhicules qui ont été, 116 000 véhicules qui ont été immatriculés hybrides rechargeables et électriques. Donc ça, c'est à la fois électrique et hybride rechargeable. Marché global, les deux, tous acheteurs confondus. C'est ça qui fait 141% d'augmentation. Et sur ces 116 000, les entreprises elles-mêmes ont immatriculé 35 000 véhicules électriques ou hybrides. C'est-à-dire que les entreprises représentent 30% du total.
Alors, si on creuse un peu, on sait que dans l'année qui vient de s'écouler, il y a eu ce fameux plan de relance du gouvernement. Qui est un plan de relance vert, d'une certaine façon. C'est un plan de relance pour l'économie en général, pour soutenir les constructeurs et également pour que, au passage, cette relance se fasse à la faveur des véhicules, on va dire, les plus vertueux. Pour mémoire, on peut rappeler que le bonus est monté à 5 000 € alors qu'il était à 3 000 pour les véhicules électriques pour ce qui concerne les VP et les VU pour les entreprises. Pour les entreprises, il est resté à 3 000. Il est inchangé lorsque les véhicules font plus que 45 000 € de prix d'achat, entre 45 et 60. Et introduction également d'un bonus à 2 000 € pour les hybrides rechargeables. Alors, je sais bien que là, on parle plutôt à des professionnels, mais ces professionnels, ils ont une vie aussi chez eux. Pour les particuliers, c'est quoi les chiffres? Alors, les chiffres sont un peu plus favorables pour les particuliers. Donc, là où il y avait 5 000 pour les entreprises, il y a 7 000 pour les particuliers. Et au-delà de 45 000 € de prix d'achat du véhicule, c'est 3 000 pour tout le monde. C'est quand même beaucoup d'argent qui est investi. Et alors, la question qui se pose assez naturellement, c'est à quoi ça a servi? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Alors, là, je vous montre... on ne va pas ici inonder de chiffres, mais je pense que les graphiques, ça permettra de fixer les graphiques, les idées. Ça montre les tendances assez habilement. Vous voyez que là, on a ces 9 mois de 2020 qui sont représentés là. On aperçoit en mars les événements que nous connaissons en termes de confinement. Moins 11% d'immatriculation en mars. Ça descend même à moins 80% par rapport à l'année dernière, à 354. Encore un mois de mai un peu délicat. Et puis, dès le mois de juin, là, on voit que les choses remontent. Alors, on peut dire c'est peut-être un rattrapage. Voilà, peut-être. Mais enfin, quand même, la tendance est relativement soutenue. Et alors, ça, c'est pour les véhicules électriques purs. Et quand on fait le cumul, on voit bien cette courbe qui se ralentit, en cumul, qui se ralentit au premier trimestre et puis qui commence à remonter. Oui, on voit bien une direction, en tout cas, qui va vers le haut. Voilà, sur cette courbe qui est un cumul, hein, donc forcément ça monte, on voit bien les différences de pente. Si on regarde maintenant les hybrides rechargeables, on voit que là, le trou a été également très profond en avril, mais que c'est reparti assez vite. On était à moins 66% d'immatriculation par rapport à l'année précédente. Et puis très vite, en mai, on est remonté et on voit que juin-juillet atteignent des niveaux assez élevés. Et alors, les hybrides rechargeables par rapport aux 100% électriques, c'est quoi dans le marché? C'est aussi important? Alors, pour le monde de l'entreprise, c'est un peu plus important. En gros, de tête, on est à 3,3, en gros 3% en moyenne sur depuis le nez en véhicule purement électrique et on est plutôt à 3,5-4 sur les hybrides rechargeables. Mais ce que je viens de dire va vite être périmé et c'est peut-être l'objet des slides suivantes. Là, vous voyez cette courbe en cumul avec le petit plancher en avril-mai. Et vous voyez là, cette courbe. Alors, je ne vais pas vous enseigner de courbe, mais celle-ci, elle est quand même intéressante. On retrouve en bleu. Alors, le bleu, oui, qu'est-ce que c'est? Le bleu, ce sont les immatriculations de véhicules électriques mois par mois. Donc, ça correspond à l'histogramme, donc aux cheminées qu'on a vues jusqu'à présent. Et orange, ça correspond à l'histogramme des véhicules hybrides rechargeables. Le seul intérêt de cette courbe-là, c'est la courbe de tendance. Avec Excel nous permet de faire des courbes de tendance maintenant. Donc, merveilleux. Voilà, il ne faut pas se priver de les utiliser. Et vous voyez que la courbe de tendance en bleu pointillé, qui est la courbe de tendance du véhicule électrique, elle est, depuis le début de l'année, à peu près stable en horizontale, alors que la courbe de tendance orange des hybrides rechargeables, elle est résolument en montée. Et ça se voit quand on compare donc les deux précédentes que vous avez vues en cumul dans l'année. On voit clairement cette flèche, la rupture à la sortie du confinement, où le véhicule hybride rechargeable prend une pente très supérieure à celle du véhicule électrique. Et donc clairement, ce que l'on observe, c'est que le plan de relance a déclenché, on va dire, un intérêt pour les véhicules rechargeables. Alors on expliquera juste après pourquoi, probablement. Vous vouliez intervenir? Oui, je voulais juste dire que cette courbe, en fait, elle va probablement continuer comme ça, puisqu'on a vu dans le baromètre que les entreprises, les gestionnaires de flotte, sont 55% à penser qu'ils vont s'équiper en véhicules hybrides rechargeables, alors qu'ils sont environ 42-43% à penser s'équiper en véhicules full électriques. Donc, en fait, cette croissance plus rapide, en fait, du marché de l'hybride rechargeable, et c'est quelque chose qu'on va observer aussi pour les entreprises.
D'accord. Donc la suite, ces courbes qui devraient se prolonger probablement. Ça vous a surpris l'un et l'autre, ce redémarrage assez fort récent? Moi, ce qui me surprend, c'est effectivement ce gain d'intérêt pour l'hybride rechargeable. Et je pense qu'il y a une explication à ça, c'est que l'hybride rechargeable, qui n'a pas toutes les vertus par rapport aux véhicules électriques, on va avoir un peu de temps dans la matinée pour regarder ça, il a un avantage pour lui, c'est qu'il permet comment dirais-je, de rassurer par rapport aux freins qu'on peut avoir sur l'autonomie. Et donc, mon impression, c'est que tous les gens qui achètent un véhicule hybride rechargeable aujourd'hui, et sous réserve qu'ils l'utilisent comme il faut, probablement on aura l'occasion également d'en reparler, ils le remplaceront dans quelques années par un véhicule électrique pur. C'est une sorte d'étape. C'est une façon de s'habituer au sujet. Ça assure la transition de façon un peu rassurante. Si par ailleurs un certain nombre de choses évoluent favorablement, comme on le verra plus tard. Mais je pense que fondamentalement, c'est pas le véhicule hybride rechargeable qui est l'avenir en lui-même, mais par contre, il apporte une réponse transitoire tout à fait intéressante qu'on voit très bien dans cette courbe. Et c'est le cas en France? C'est un constat partagé au niveau européen aussi? Ou est-ce qu'il y a une spécificité française? Vous avez une idée? Alors au niveau européen, c'est relativement similaire. Je crois qu'il y a un autre élément qui est assez important, c'est le développement de l'offre en fait, des modèles de voitures. Parce que c'est vrai que depuis fin 2019, j'ai envie de dire, depuis mi-2019, on a vu un nombre de lancements de modèles hybrides rechargeables assez important et qui permettent aujourd'hui de répondre à quasiment tous les besoins en termes de taille de véhicule, en termes d'autonomie et de choses comme ça. Donc là, ce n'est pas encore tout à fait vrai pour les véhicules 100% électriques. Donc au niveau européen, l'image est à peu près la même. Alors c'est vrai qu'il y a des pays qui se sont fait fort de devenir leaders en matière de véhicules électriques. On a tous en tête la Norvège, par exemple, où là, le nombre de véhicules électriques est très largement majoritaire dans toutes les nouvelles immatriculations. La Norvège, qui par ailleurs est un des premiers exportateurs de pétrole et de gaz en Europe, et même dans le monde. Et donc, c'est paradoxal, alors. Il joue sur les deux tableaux. Tout le monde gère ses propres contradictions comme il le peut. Mais clairement, c'est un pays qui a investi dans le véhicule électrique. Et on aura probablement des sujets pour expliquer tout ça. Ils ont mis vraiment une politique nationale très en faveur du véhicule électrique, et ça se voit dans les immatriculations. Pardon, allez-y. Oui, au-delà de l'Europe, il y a également la Chine qui a c'est beaucoup plus loin, une forte transition vers les véhicules électriques. Alors sur des véhicules différents, avec des véhicules plutôt d'entrée de gamme et pas forcément des véhicules avec des positionnements un petit peu premium. Mais encore une fois, un support du gouvernement en Chine pour développer en fait l'électromobilité via les véhicules électriques de petits gabarits, j'ai envie de dire. Moi, je crois que ce qui est en train de changer véritablement, et particulièrement dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il y a encore quelques années, on voyait devant le siège social des grandes entreprises un ou deux véhicules électriques stationnés. Alors, c'était souvent des Zoé ou des Ion de cette génération de véhicules. Elle ne sortait pas beaucoup, mais c'était en gros l'idée de la direction générale d'envoyer le message qu'on va aller dans la transition électrique. C'était de l'image. Bon, oui, mais c'est un peu plus que de l'image, parce que c'était envoyer un message à tout le monde en disant, certes, il n'y en a pas encore beaucoup dans la flotte, mais voilà ce qu'on veut faire. Ce qui se passe aujourd'hui est le stade vraiment après, c'est-à-dire que le nombre d'immatriculations augmente. Alors, quand on regarde en part de marché, ça reste des parts de marché faibles par rapport aux autres motorisations, mais quand on regarde en tendance, c'est des taux de croissance qui sont très importants. Et donc, je pense que dans le monde de l'entreprise, effectivement, le véhicule électrique est en train de prendre sa place. Voilà une bonne nouvelle et une parfaite transition pour notre deuxième moment. Ce deuxième moment pour lequel d'autres invités vont nous rejoindre et nous faire partager leurs expériences. Merci François, merci Guillaume.